C'est pas grave. Bonjour à tous, et voilà notre deuxième débat de la journée qui s'intitule donc Comment transformer la Startup Nation en arme de souveraineté. Et pour en discuter, j'ai avec moi Franck Sebag. Vous êtes directeur associé chez EY en charge des startups. Maya Noël à la tête de France Digital, donc, qui accompagne 1 millier de startups en France. Jean-Urbain Hubault, directeur général de Doctolib, et Caroline Lebel, directrice d'investissement chez BPI France, plutôt en charge des large ventures. Pour commencer, j'aurais bien aimé débuter avec vous, Maya Noël. On a toute la matinée évoqué pas mal la dépendance des entreprises et de l'administration publique aux solutions américaines. C'est aussi le cas des startups françaises. Je crois que certaines estimations parlent de 70% de dépendance au cloud américain. Est-ce que c'est une discussion aujourd'hui chez les startups et comment, le fait de migrer vers des solutions souveraines et comment elles envisagent cette situation? Alors oui, c'est un sujet. Le sujet de dépendance, c'est un sujet que on publie depuis plus de 10 ans d'ailleurs avec Franck un baromètre chaque année sur la santé économique, sociale des entreprises, des startups. Et ça fait des années qu'on nous parle d'une dépendance aux technologies américaines. Maintenant, je pense que pour se sortir de cette dépendance, il y a un sujet de demande, mais surtout un sujet d'offre. Et là où la start-up a un rôle, et c'est peut-être pour continuer la conversation qu'avait amené Henri Dagré il y a quelques minutes sur l'enjeu d'avoir une commande publique, mais à l'échelle européenne, pour pouvoir faire des gros contrats. Moi, je ne suis pas sûre que les start-up aient le plus gros levier à jouer en faisant de la commande auprès de fournisseurs souverains. En revanche, il faut qu'elle crée une offre souveraine. C'est là tout l'enjeu d'une start-up, c'est de pouvoir faire émerger ceux qui sont dans la salle, c'est des OVH et des Scaleway face à effectivement des Amazon ou des Google. Donc voilà, le rôle des startups de la souveraineté est plus dans cette capacité à faire émerger une offre. Après, ça reste des entreprises comme les autres, et je pense aussi que, et je pense que peut-être que toi, Jean-Urbain, t'en parleras après, mais il faut aussi se préparer quelque part de manière très pragmatique à être résilient économiquement et pas être dépendant. Et donc il faut dans son architecture effectivement prévoir d'avoir différents fournisseurs technologiques et c'est l'enjeu du multi-cloud versus sa dépendance à certains acteurs américains. Jean-Urbain, ouais, justement sur cette thématique, est-ce que vous, chez Doctolib, vous êtes chez Amazon, je crois, AWS, est-ce que vous réfléchissez à migrer et comment? Alors déjà, en fait, un premier point, c'est que pour nous, c'est un vrai enjeu. Donc la souveraineté, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a différents degrés de souveraineté. Il y a dépendance en fait à des fournisseurs américains, mais il y a aussi le fait de développer des champions nationaux, européens, continentaux, etc. Donc on le voit aussi dans ce sens-là, puisque nous, Doctolib, on est une entreprise française, européenne, fière de l'être, et puis avec des capitaux principalement, en fait, majoritairement français. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, on a de la dépendance de facto. Nous, on travaille sur 2 clouds. Donc on est sur nos services historiques, on est sur AWS pour le coup, mais les données sont hébergées en Europe, en France et en Allemagne. Et puis les données sont chiffrées avec la clé de chiffrement qui est chez Atos pour protéger en fait ces données. Et aussi on a des clauses bien sûr contre l'extraterritorialité. Maintenant, c'est plus facile en fait de dire qu'on peut migrer que de le réaliser. Nous en fait on a utilisé AWS dès le départ. Il y a beaucoup d'années en fait quand il n'y avait pas vraiment d'offres européennes concurrentes qui pouvaient permettre ce type de scalabilité. On a un service qui est extrêmement critique, qui est hyper sollicité. Donc on a un nombre de prises de rendez-vous, de consultations, etc. à la minute. Donc tout le côté capacité de tenir ce service, cybersécurité, etc. est hyper important. Donc il faut qu'on puisse avoir des fournisseurs qui nous donnent ce type de qualité de service. La réalité aussi, c'est que quand on s'est structuré, on n'est pas des spécialistes de l'hébergement. Donc en fait, on dépend aussi de AWS. Donc on travaille aujourd'hui pour essayer d'avoir plus d'autonomie. Mais il y a des solutions. Par exemple, l'IA, c'est aussi un sujet finalement assez similaire. Quand on a commencé à développer nos solutions d'IA, on a fait en sorte qu'il y ait une couche d'abstraction pour pouvoir utiliser quel que soit le LLM nécessaire et que nos données ne partent pas chez des fournisseurs de LLM en question, justement pour pouvoir être indépendant. Sauf qu'on l'a fait dès le départ. Là aujourd'hui sur l'hébergement, on a un travail à faire pour restructurer. Donc une partie est chez AWS, l'autre partie est chez Sens. Donc on parlait de deux. Donc tous nos nouveaux services IA en fait, on les héberge chez Sens, qui est une solution souveraine, Thales avec Google.
Et à terme, l'idée, c'est de tout migrer chez Sens, ou c'est pas ce que vous expliquez, ça dépend si En fait, l'équilibre est pas. c'est pas évident parce que ça dépend de comment va être mise en place la régulation. On regarde aussi en fait si ça va être une réglementation qui va être purement française ou européenne, puisqu'on opère en fait pas que en France. On est très gros en France, mais on est très gros en Allemagne. On a la prétention, on est en Italie, d'aller dans d'autres pays d'Europe. Donc en fait, on regarde de près la réglementation pour voir aussi comment pragmatiquement on va migrer et vers quelle solution en fonction de ce qui va se dessiner, ce qui n'est pas encore aujourd'hui ultra clair, puisqu'en fait il y a une réglementation européenne, une réglementation française, ça évolue, il y a beaucoup de débats sur le sujet, et c'est un énorme investissement aussi pour faire une migration, donc on ne peut pas prendre une décision comme ça à la légère. Et puis, je veux juste ajouter, l'objectif, c'est pas de tout migrer chez un seul fournisseur. Il y a aussi cet enjeu d'avoir la possibilité, pour pas se faire ponctionner, comme le disait précédemment Henri Dagrin, à diversifier les fournisseurs pour pouvoir aussi se jouer ce jeu d'économie en allant négocier chez l'un et l'autre. C'est... Oui, je crois que je sais pas que vous êtes assez aligné sur cette vision que la souveraineté, viser la souveraineté à tout prix pour une entreprise, y compris pour une start-up, c'est pas forcément, c'est un peu une chimère, vous me disiez. Non, mais c'est ça. La souveraineté totale est complètement illusoire. En fait, bon, déjà, il faut peut-être refaire un pas de recul. Là, on parle de la data, mais la souveraineté est plus large. Il n'y a aucun pays qui est complètement souverain sur toute la chaîne de valeur. La souveraineté, ça va de la terre rare aux semi-conducteurs. Donc la souveraineté, c'est d'abord une souveraineté d'infrastructure. On peut être souverain sur des applications logicielles si on n'est pas souverain avant. Donc je pense qu'il faut aussi avoir en tête cette vision un peu plus large dans la chaîne de valeur, de parler de souveraineté globale. Et après, en fait, un peu ce que tu dis, Maya, aussi, c'est que globalement, impossible d'être complètement souverain sur l'ensemble des données, sur l'ensemble des choses. Et moi, je milite pas mal pour plus une vision équilibrée déjà. Déjà, si on pouvait viser, c'est ce que Madame la Ministre a rappelé tout à l'heure, une vision un peu plus équilibrée, d'essayer de choisir. Tout n'est pas aussi stratégique. Et donc, le débat aussi, c'est de se dire comment laisser une place à l'émergence en fait, de leaders européens. Et encore une fois, la souveraineté, pour moi, n'est pas entendable si elle ne se fait pas au niveau européen. C'est ce que vous dites, c'est que globalement, quand on voit les investissements, notamment dans l'IA, qui sont faits au niveau mondial, 86% ou 90% là, cette année des investissements dans tout ce qui est IA générative se fait aux États-Unis. Donc globalement, se dire qu'on va être complètement souverain avec la France, même si on a des super scale-up, faut réfléchir non pas. C'est pas une pyramide inversée qui va nous faire la souveraineté. C'est pas avec deux licornes dans l'IA qu'on va pouvoir être complètement souverain. Donc voilà, juste un pas de recul de se dire la souveraineté c'est un objectif, mais globalement réfléchissons plutôt dans une chaîne de valeur pour regarder comment tendre vers quelque chose de plus équilibré et avoir un peu plus de nuances par rapport à ce débat. Mais est-ce qu'il y a des parties de la chaîne de valeur qu'il faut privilégier en premier lieu ? Je crois que Caroline Lebel, par exemple, vous êtes assez... vous pensez que les deep tech sont quand même un point crucial pour préserver notre souveraineté. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques secteurs en fait, où il faudrait mettre le point d'intention si viser la totalité est un peu illusoire, comme vous dites ? Oui, complètement. Alors on a effectivement, comme le dit M. Sebag, il faut avoir une interdépendance choisie sur la souveraineté. Il faut le faire intelligemment, tout ne sera pas souverain. Nous, on pense que les briques deep tech, c'est là où se situe le véritable enjeu de souveraineté. On parle de VMware. VMware, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la virtualisation de machines. Ça a été racheté par Broadcom, qui effectivement a une politique extrêmement agressive niveau pricing maintenant, à augmenter tous les tarifs. Et donc c'est là où on se rend compte qu'on est dépendant, mais économiquement. Ce n'est pas une brique souveraine en soi, parce que ça peut se faire, on peut trouver d'autres solutions. Il y a des alternatives françaises, on a des acteurs français, Vates ou autres, qui font la même chose, donc on pourra la remplacer. Par contre, il y a des briques qui sont vraiment deep tech, qui mettent 10 ans, 20 ans à être développées. On parle du quantique, on a parlé de Pascal, et ce sont ces briques-là qui sont extrêmement clés et sur lesquelles on a encore trop de difficultés à défendre ces modèles pour leur permettre d'aller trouver du chiffre d'affaires. Déjà, au niveau européen, c'est extrêmement important. On le voit, la commande publique doit être boostée au niveau européen. Et là-dessus, j'ai un exemple. On regardait un sujet d'investissement en cybersécurité. On va parler, dans le cadre de nos due diligence, à des acteurs publics, privés, mais européens, en Allemagne, en Suisse. Plus de la moitié des acteurs, quand on leur demande c'est quoi une solution souveraine, est-ce qu'une solution française répond à vos exigences ? La réponse était non. Non, moi je veux une solution allemande. Moi je veux une solution suisse.
C'est très compliqué tant qu'on ne réussit pas à changer ce mindset et à homogénéiser aussi cette définition de la souveraineté au niveau européen. Ce sera très difficile de pousser nos sociétés. Il faut le faire dans le sens pour pousser nos deep tech françaises. BPI France, depuis le plan deep tech, on en a financé en amorçage, série A, série B, plus de 2500. Là, on a une masse critique ultra forte. Il faut les pousser vers l'Europe. Et il faut aussi accepter des solutions non françaises, européennes, dans notre socle important technologique. Vous vouliez réagir là-dessus, peut-être sur le fait qu'on n'accompagne pas peut-être assez les deep tech là-dessus. Non, moi, je voulais juste réagir sur ce que vous disiez sur la partie niveau d'investissement à l'échelle européenne. Je pense qu'en fait, c'est déjà tellement disproportionné, on va dire, le combat un peu David contre Goliath, États-Unis contre Europe. Si on se remet au niveau national, sur certains éléments, c'est quasiment impossible de mettre quelque chose en place. Nous, là, par exemple, on est en train de travailler sur une solution qui doit concurrencer ChatGPT, enfin l'usage dans ChatGPT des briques santé qu'on développe nous-mêmes, c'est un pari énorme. C'est un pari énorme. Donc en fait, si on se met qu'à l'échelle nationale, enfin nous on le fait pour que ça fonctionne en Allemagne, ça fonctionne en France, etc. Le retour sur investissement ne sera pas suffisant. Donc je pense qu'il faut vraiment privilégier une envergure européenne par rapport à ce qui se passe au niveau géopolitique. Et aujourd'hui, on ne se dirige pas vraiment vers ça. C'est ça qui n'est pas évident. Et pour nous accompagner, on a besoin justement d'une réglementation plus européenne probablement. Est-ce que ça passe par quoi justement ça veut dire aligner la définition de la souveraineté à l'échelle de l'Europe et former, je sais pas, les directions d'achat. Enfin, par quoi, quel levier on peut activer en fait? Moi, je pense que l'objectif, c'est pas juste de définir le mot souveraineté, c'est en fait d'avoir une politique, un vrai plan d'investissement stratégique et industriel en Europe globale. Pour reprendre ce que disait à l'instant Jean-Aubin sur les différentes échelles d'investissement, le budget fédéral des US dans le financement de la R&D, c'est 200 milliards d'euros par an. En Europe, si on cumule tous les budgets de chaque État plus le budget européen, on est à 127 milliards. Donc déjà, il y a un décalage si on prend la taille de l'Europe en intégralité. Donc déjà, on met moins d'argent. Mais il faut que cet argent l'utilise bien, et donc il faut définir où est-ce qu'on souhaite le mettre. Et je pense qu'effectivement, c'est dans les deep tech et dans certaines filières dans lesquelles on décide de parier. Aujourd'hui, en France, on a le plan France 2030, c'est 54 milliards. Le plan CHIPS Act, donc juste l'investissement dans les puces aux US, c'est 50 milliards. C'est le même budget dans une seule filière. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut financer, et à l'échelle de l'Europe. Donc choisir nos combats sur le financement, donc la création de l'offre, j'y reviens au départ, et pour que l'offre à terme soit stimulée, il faut effectivement aussi de la demande en face. Et la demande, elle passe notamment par de la commande, et je pense de la commande notamment publique, parce que c'est aussi le rôle du public que de stimuler. Ça va vraiment dans cette logique de stratégie. On utilise tous nos leviers. Et juste pour compléter ce que tu dis, donc je pense qu'on est assez aligné sur le fait de dire que la souveraineté doit se définir au niveau européen. Et la question après, c'est les conditions de la réussite. Bon, là, je pense qu'on ne peut pas être plus désaligné en Europe, puisque à chaque fois qu'on parle d'un sujet en fait, d'une infrastructure, on a toujours des offres concurrentes, alors que ce soit dans le spatial, dans l'IA ou dans le quantique. On va trouver en fait un désalignement qui est total, puisque chaque État veut avoir son leader. Moi, je reviens toujours à mes exemples que je sors à chaque fois sur la construction d'une Europe industrielle. J'aime beaucoup en fait ce qui a été fait à l'époque sur Airbus, qui a concurrencé Boeing. Airbus, c'est quoi? C'est l'agglomération en fait de leaders néerlandais, anglais à l'époque, français. ST Microelectronics, on a la même logique. Donc là aussi, il y a l'état stratège, alors qu'on peut critiquer. On a beaucoup critiqué la vision des plans quinquennaux de l'époque. Moi, je regarde beaucoup la politique chinoise. Alors, c'est certes un État très... il y a plein de mauvaises choses, mais globalement, capacité à exécuter un plan, franchement, ce qu'ils ont fait sur la voiture électrique, c'est assez incroyable. Et donc, face à ces puissances-là, donc on doit raisonner en plaques tectoniques. Il y en a au moins 3. On a les États-Unis et la Chine qui aujourd'hui sont en hyper concurrence et qui ont un marché intérieur important et qui sont assez alignés sur l'exécution. Et nous, Européens, qui sommes malgré tout en fait le marché principal de ces deux plaques, on joue en désalignement et donc quelque part on s'auto-sabote. Donc le vrai message par rapport à cela, c'est comment faire pour que les États s'unissent pour donner en fait un avenir à l'Europe. L'Europe n'est pas foutue.
Par contre, si on ne parle pas d'une seule voix, là, franchement, ça va être compliqué. Il y a quand même une volonté de l'Europe en ce moment d'essayer de faire en sorte que les entreprises européennes, enfin les startups européennes notamment, soient plus unies, notamment avec cette idée de 28e régime, un Buy European Act qui est en discussion. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Est-ce que ça va dans le bon sens? Je ne sais pas si Jean-Urbain voulait... Je pense que toutes ces initiatives, elles vont dans le bon sens. De toute façon, c'est positif quand on favorise des entreprises qui sont continentales, nationales, etc. Ça, c'est sûr. Il faut qu'on s'évertue aussi à attirer les talents et à développer des solutions qui soient qualitatives. Parce qu'en fait, on ne fera pas non plus de la concurrence aux Américains, aux Chinois, etc., avec des solutions juste parce qu'il y a de la préférence nationale ou continentale sur le secteur européen. Donc nous, on essaie de faire revenir déjà des talents français qui sont aux États-Unis, on en fait revenir dans le produit, dans la tech, etc. Et puis on essaie de faire en sorte qu'on ait le produit qui soit le plus extraordinaire possible. Là, on va lancer les gens, en fait, ils vont pas utiliser Doctolib parce que c'est Doctolib versus ChatGPT. Ils vont utiliser Doctolib parce que ça leur servira plus, mieux, ça aura plus d'impact, ça sera plus connecté avec leurs soignants que ChatGPT, ou parce que il y aura plus de contexte patient par rapport au chat qu'ils vont utiliser dans Doctolib. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on s'évertue à faire aussi, en dehors du fait que toutes ces réglementations, elles peuvent, ces réglementations ou ces politiques, on va dire, pour favoriser, on va dire, un achat européen, c'est très positif. Mais en dehors de ça, il faut aussi qu'on s'évertue à développer des solutions de qualité, quoi. Oui, non, je suis complètement d'accord avec cette notion d'excellence. Il faut qu'on pousse nos startups à devenir les meilleurs. Devenir les meilleurs, c'est effectivement s'ouvrir à un marché qui n'est pas juste la France, 65 millions d'habitants, mais l'Europe, 450. Et là, elles vont aller chercher l'échelle. Et atteindre l'excellence, c'est le financement. Et on en parlait beaucoup. Le financement, l'Europe est en train de faire des choses qui sont très bien. Alors, il y a l'EIF qui est en train de mettre en place, enfin, qui vient de mettre en place un fonds de 15 milliards d'euros pour investir dans une centaine de fonds late stage growth. Ça doit entraîner, avec effet d'élan de co-investissement, 80 milliards d'euros fléchés sur la deep tech européenne. C'est peut-être là l'occasion d'aller mettre un tampon société européenne et pas juste nationale, et de dire, ça y est, on investit dans une société qui a une ampleur véritablement transnationale. Ils ont également la volonté de monter le fonds Scale-up Europe de 5 milliards. Ils sont en train de choisir la société de gestion. Là aussi, c'est une initiative qui est très forte. On fait beaucoup de choses à l'échelle locale. BPI France, bien entendu, est extrêmement actif pour le financement des deep tech. On sert d'exemple aussi pour beaucoup de nos compatriotes. En Italie, en Allemagne, ils font énormément de choses, au UK aussi. Donc, on a cet élan au niveau national. Maintenant, au niveau européen, ça va créer certainement plus de capacité à financer ces sociétés deep tech et à leur permettre d'atteindre l'échelle, d'aller payer ces talents et de devenir vraiment à des niveaux de financement, on l'espère, se rapprochant des sociétés américaines. Est-ce qu'il y a eu quand même un premier effet du fait que la souveraineté soit davantage mise en avant, que c'est devenu un critère pour certaines commandes publiques chez les startups françaises? Est-ce qu'elles voient leur carnet de commandes augmenter grâce à ce mouvement, ou c'est pas encore visible? Je pense que le contexte géopolitique a amené à se poser certaines questions, et du fait de l'effet de dépendance économique a aussi posé d'autres questions de dépendance quasi sécuritaire. Enfin, dans un contexte de guerre, on se pose aussi la question de si on débranche le service, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, il y a une sensibilité accrue. Maintenant, pour toutes les raisons qui ont été citées précédemment, je pense que la souveraineté n'est pas une feature. Enfin, on n'achète pas un produit parce qu'il est souverain, on achète un produit parce qu'il est utile, parce qu'il va nous aider, en fait. Et il ne faut pas perdre ça de tête. C'est là où je dis que, avant tout, la souveraineté, c'est la capacité à créer une offre, certes souveraine, parce qu'on l'a construit ici en France et en Europe, qui répondent avant tout aux besoins. On ne va pas juste choisir un produit parce qu'il est souverain. Néanmoins, on le voit parmi nos membres. Donc nous, on a plus de 2000 entreprises qui sont membres de France Digital, dont le point commun, c'est d'avoir leur siège social en France. Et pour certaines d'entre elles, cette prise de conscience a effectivement permis de faire augmenter le chiffre d'affaires. Mais on est quand même sur un truc qui est balbutiant encore. Enfin, on a beaucoup parlé du mouvement Je choisis la French Tech. On ne va pas non plus s'émerveiller du fait qu'on est passé peut-être de 1% de la commande dirigée vers les startups dans le public à 1,5%. Ce n'est pas suffisant.
Non. En fait, moi, Je suis toujours d'accord avec Maya, moi. Mais je voulais qu'on revienne aussi sur ce terme de Startup Nation, donc qui fait partie de l'intitulé, parce que c'est bientôt donc la fin du second mandat d'Emmanuel Macron, qui est un peu l'architecte de ce terme et de ce que ça représente. Est-ce que pour vous, cette politique qu'il a menée, qui était aussi un peu calquée sur la Silicon Valley, de développer des licornes, donc d'un point de vue, on a réussi à faire ça. Est-ce que c'était suffisant pour faire des startups une arme de souveraineté, pour reprendre l'intitulé? Tu finis si on est toujours d'accord. Non, mais déjà, pour moi, le modèle était plus israélien que simplement américain dans cette notion de Startup Nation. C'est de dire comment est-ce qu'on fait pour aller vite et comment est-ce qu'on arrive à déjà surfer des vagues technologiques, voire à être acteur de cette vague technologique en étant fournisseur de techno. C'était ça le principe de Startup Nation. Je pense qu'on a quand même réussi pas mal de choses ces derniers temps. On a plus de fonds pour financer nos entreprises. On a réussi à rapatrier certains talents qui faisaient le choix de partir directement après leurs études, mais qui finalement se disent qu'il y a quelque chose à faire ici, en France et en Europe. Et on arrive à avoir une commande publique-privée qui commence aussi à s'orienter vers des services français-américains. Enfin, français-européens, pas que américains. Donc non, on a mis en place certaines briques. Maintenant, on se rend compte des écarts. J'ai rappelé quelques chiffres précédemment. Faut qu'on continue cette politique volontariste de créer une offre qui aille rencontrer la demande, parce que c'est ce qui a été aussi dit précédemment par Olivier Sichel, où il disait le problème des startups aujourd'hui, c'est qu'elles ne répondent pas toujours à nos besoins. Il faut leur laisser le temps de grandir et d'arriver au bon stade de maturité. Donc c'est une politique qui est volontariste, qu'il faut continuer et surtout pas lâcher. Ouais, non, vas-y. Non, j'allais rebondir là-dessus. En fait, moi, je trouve que c'est très très bien. On en parlait l'autre jour. Tout ce qui a été fait pour soutenir le développement des startups, etc. Et on en fait partie. Donc on est très très reconnaissant pour ça. J'aime pas trop, par contre, déjà, ce que tu dis, tu as raison. Il y a encore énormément à faire. Et j'aime pas trop, moi, le terme Startup Nation, parce que ça donne un peu l'impression que c'est quasiment une société à part, etc. Et en fait, quand on regarde les entreprises qui en sont issues, donc Doctolib, Conto, Mano Mano, Back Market, c'est la réalité dans la vie des Français. C'est à nous, on est les services préférés des Français, ils l'utilisent tous les jours. Back Market, ça a créé un vrai marché de reconditionnement qui est hyper positif aussi. Et en fait, je pense que le terme a eu tendance un peu à nous isoler un petit peu de la réalité des Français, alors qu'on est complètement ancré dans leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de changer, je pense. Peut-être vous détacher d'une politique économique plus globale. Après, je pense qu'il faut aussi expliquer, c'est le rôle des chefs d'entreprise à la tête de start-up, de dire que la Startup Nation, c'est l'économie réelle. Il n'y a pas d'économie future sans innovation. Donc nous, on passe notre temps en fait à réconcilier la Startup Nation du monde de l'INSEE. Donc moi, je milite beaucoup pour l'EITI, l'entreprise innovante de taille intermédiaire, parce que Doctolib est une EITI, Back Market en est une, IAD, voilà, toutes ces sociétés qui créent des centaines d'emplois, ce sont des ETI. Donc en fait, il faut être fier d'avoir des ETI innovantes. Et globalement, pour juste reprendre, pour finir le petit bilan, en 10 ans, en 2014, il y avait 890 millions d'euros qui étaient investis en France. Là, c'est de l'année dernière, fin 2025, on était à 7 milliards. C'est bien, mais on n'est pas encore à l'échelle. On est quand même 3 fois plus petit que l'Angleterre. Donc, s'il devait y avoir une Startup Nation en Europe non continentale, on est les premiers en Union européenne, mais on n'est pas les premiers en fait dans cette zone-là. Donc voilà, il faut continuer en fait à porter la nécessité de soutenir cet écosystème-là. Il n'y aura pas de lendemain sans interaction avec les sociétés innovantes. On a des filières qui vont se structurer. On a parlé du quantique. On a la robotique humanoïde, qui est un sujet qui est monstrueux. 2040, c'est 250 milliards de marché. On a des leaders comme Wondercraft ou d'autres en France, mais en Europe. Donc il faut porter en fait aussi cette vision de filière stratégique, et c'est pour reprendre un petit peu la chose. Donc pour avoir une Startup Nation en tout cas un écosystème d'innovation qui joue en plein son rôle dans la souveraineté, il faut travailler sur les filières, et il ne faut pas, parce que en fait, le mot Startup Nation est un peu marqué politiquement, baisser pavillon, ne pas être fier de tout ce qu'a réalisé l'écosystème, les partenaires, et de porter très très haut ces sociétés qui feront le futur de la France et de l'Europe. Merci, on finira là-dessus du coup, puisque la musique nous chasse. Merci beaucoup. Merci.